Souleymane Niang. Au sommaire de ce journal, le nouveau bilan de l'accident de la circulation survenu hier à Njongolor. 7 morts, plus de 30 blessés, dont 3 en réanimation. Le directeur des routes en visite sur le site de l'accident. Un syndicaliste des transports demande la tenue des assises nationales sur la sécurité routière. Affaire des médicaments et dispositifs médicaux saisis à la patte d'oie. Le dossier confié au juge d'instruction du 8e cabinet. Insertion socio-économique et emploi des jeunes, jour J-1 avant le conseil présidentiel sur la problématique. À la veille de l'événement, nous nous intéressons au mode de financement du programme d'urgence annoncé par le chef de l'État. Et puis Covid-19 au Sénégal, un mois après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Des cas en baisse, mais les décès sont toujours là. Vous entendrez les explications des spécialistes qui appellent par ailleurs à la plus grande vigilance. À la mise en onde de ce journal, à l'une part. Souleymane Niang. Nous reparlons donc de l'accident de la route survenu hier après-midi à hauteur du village de Njongolor dans la région de Fatick. Le dernier bilan est de 7 morts. Parmi les blessés graves, 3 sont admis actuellement en réanimation à l'hôpital régional de Fatick. Détail avec notre correspondante Aminata Goudiaby. Parmi la quarantaine de blessés évacués hier à l'hôpital régional de Fatick, 2 ont finalement succombé, ce qui porte désormais le nombre de décès à 7. Une dizaine de blessés est toujours prise en charge au centre des services, au service des urgences de l'hôpital régional de Fatick, dont 3 en réanimation selon le chef du service. Une des victimes dans un état critique est même évacuée sur Dakar. Cet accident d'une rare violence, il faut le rappeler, s'est produit hier sur la route nationale numéro 1 à la sortie du village de Njongolor dans la commune de Diouroup. C'est une collision entre un camion transportant du béton et un bus de transport en commun en provenance de Bignona. Le directeur des routes ainsi que le directeur des transports routiers sont attendus sur les lieux de l'accident. Aminata Goudiaby, Fatick FM. Le directeur des routes qui est arrivé à l'instant sur place en réaction à cet accident. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, déplore les nombreux accidents sur nos routes. Il demande la tenue d'assises sur la circulation routière. Gora Khouma est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Si on parle des accidents, il faut qu'il y ait, moi je le répète, il faut qu'il y ait un respect normal du code de la route. Le code de la route, ce n'est pas seulement le conducteur, mais il y a des mesures d'accompagnement pour pouvoir maîtriser le code de la route, puisque si le véhicule est vétus, ça va pas, ça ne fait que favoriser alors l'accident. Si maintenant, les populations, je veux dire les conducteurs de calèches, les piétons, si aussi ne respectent pas les normes de trafic, et puis ça va poser aussi un problème et il y aura des accidents. Moi je crois que, je le dis toujours, il faut qu'il y ait des assises, que chaque partie puisse prendre sa responsabilité de pouvoir lutter contre les accidents. En contrôle routier, ceux qui font les contrôles routiers doivent jouer le jeu. Nous, conducteurs, nous devons aussi jouer le jeu. Le patronat, le préfet de véhicule doivent jouer le jeu. Mais surtout, les populations. Les populations, les deux roulages, c'est des populations, ça fait partie des populations. Les calèches, je le dis, les animaux. Tout ça, c'est des sources d'accidents et on ne dit rien. S'il y a accident, on interpelle le chevaux tout simplement. Mais s'il n'y a pas d'accident, si le syndicat interpelle l'État pour pouvoir dégager alors tout ce qui peut amener des accidents, et nous ne sommes pas entendus, nous ne sommes pas considérés. C'est ça le problème. À 12h04, le reste de l'actualité. Les travailleurs du transport des hydrocarbures sont en grève de 72 heures depuis hier. Ils réclament une convention collective pour leur sous-secteur. Le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz prédit une pénurie de carburant si cette grève continue. Écoutons Sarah Konaré au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Nous étions dans l'élaboration d'une convention collective pour le secteur du pétrole globalement. Bon, il y a depuis 3 ans pratiquement. Chemin faisant, les patrons du transport nous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire dans cette convention, d'autant plus qu'ils n'avaient pas les mêmes tailles ni les mêmes moyens que les majors. Alors, nous avons compris quand même. On a décidé de faire une convention spécifique sous le secteur transport hydrocarbures. On a été dans des réunions calendaires où on a élaboré le document, pratiquement en rapport avec les découvertes pétrole qui devait arriver. Il fallait nécessairement mettre un document sur place qui allait régir non seulement ceux qui sont là, mais ceux à venir déjà. Tous les mercredis, on se retrouvait. On a commis un expert avec qui on a travaillé, à la personne de Pierre-Marie Colly, et on a élaboré le document. Mais une fois qu'on est arrivé sur les questions à instance financière concernant l'augmentation de l'indemnité de logement, la prime de risque,
la prime de décès, la prime de naissance et l'indemnité de retraite du bénévole pétrole. Alors, ils sont partis, ils sont plus revenus pratiquement. Bon, nous on a attendu, on s'est dit, bon écoute, on va aller en grève pour 72 heures, une grève d'investissement pour faire arrêter non seulement l'opinion, arrêter nos patrons d'en face, pour leur faire comprendre que pour cette fois-ci, il va falloir qu'on termine la convention. Mais est-ce que votre grève est suivie et est-ce qu'elle a réellement un impact? Oui, la grève est largement suivie. Vous allez le sentir ce soir d'ailleurs. Vous savez, quand on commence, parce qu'il restera peut-être quelques briques dans les bandes et autres, et à partir de demain, vous le sentirez encore. Mais tout le secteur est paralysé. Personne ne travaille, par exemple, dans le transport hydrocarbures. Vous verrez d'ici demain, si la grève continue. Il y aura une rupture, ce sera de grands restaurants, c'est clair. Autre syndicat, autre secteur, le CUSEMS qui exige la libération de l'enseignant Alioune Badara Dia. Ce professeur en service à Saint-Louis est en prison depuis plus de 2 mois. Son arrestation est consécutive aux événements qui ont suivi la convocation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, sur plainte de la masseuse Adji Sarr. Le G7 de Saint-Louis a d'ailleurs observé une journée de grève. Écoutons Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du CUSEMS au micro de Binta Diallo. Le CUSEMS s'indigne, s'offusque de l'emprisonnement de l'enseignant Alioune Badara Dia. Arrêté depuis le 14 février, il a été placé sous mandat de dépôt le 23 février. Il a respectivement été incarcéré dans les prisons du Cap Manuel, de Sébikotane. Actuellement, il est à la prison de Rebeusk. 2 mois en prison pour un enseignant, pour un éducateur, c'est trop. C'est inadmissible, c'est intolérable. C'est une atteinte aux droits de l'homme. C'est une remise en cause des libertés démocratiques, individuelles et collectives. C'est pourquoi le G7 et les enseignants de Saint-Louis se sont mobilisés pour observer un débrayage le mardi 20 avril 2021 en guise d'avertissement. Et nous exigeons aujourd'hui la libération immédiate et sans condition de l'enseignant Alioune Badara Dia afin qu'il retrouve ses collègues, ses élèves et sa famille. Le Sénégal a connu des moments difficiles, des moments de tension, grâce à la médiation des régulateurs sociaux. Je voudrais nommer les chefs religieux, les guides religieux. Surtout, aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase d'apaisement. Et au nom de cet apaisement, Alioune Badara Dia doit être libéré comme on a libéré les autres détenus. Justice, justement, l'affaire de la vente de médicaments non autorisés a été confiée au juge d'instruction Mamadou Seck du 8e cabinet du tribunal hors classe de Dakar. Les 6 personnes arrêtées dans le cadre de ce dossier ont donc finalement été présentées au procureur de la République. Ils avaient fait l'objet de 2 retours de parquet, parmi eux des Chinois et des Sénégalais. RFM 94.0, la radio en puissance. Les chiffres du jour sur l'évolution du Covid-19 au Sénégal. Un décès a été enregistré hier contre 4 la veille. 11 cas graves sont pris en charge actuellement. Ils étaient au nombre de 17 hier. S'agissant des nouvelles contaminations, sur 1649 tests effectués, 74 sont revenus positifs, 30 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et 44 cas de transmission communautaire. 68 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Un mois après la levée de l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire, la pandémie de Covid-19 évolue sur une pente descendante au Sénégal. Moins de contaminations journalières, même avec le non-respect des mesures barrières, mais le nombre de décès reste constant dans un contexte où le Sénégal est en pleine campagne de vaccination anti-Covid. Les spécialistes évaluent la situation et demandent à tous de rester très vigilants. Le risque de flambée de nouveaux cas est présent partout dans le monde. Awambaye. Le 19 mars 2021, à 0h, l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire est levé. Plus de couvre-feu ou d'interdiction de rassemblement. Les Sénégalais vaquent normalement à leurs activités sans aucune restriction et pendant ce temps, la tendance baissière se confirme avec moins de 100 cas positifs au Covid-19 par jour, selon le professeur Pape Gallo Sow, enseignant-chercheur en santé publique à l'université Alioune Diop de Bambey. Je pense que la situation a profondément changé, ce qui fait que actuellement la courbe épidémiologique est dans sa phase descendante. Il y a moins de cas, il y a moins de contamination. Par ailleurs, il constate un taux de décès constant malgré une baisse des cas.
C'est ce qu'il faut dire dans ce cadre-là. Les taux de décès restent constants. Un autre spécialiste en santé publique, le docteur Mohamedouli, et le bilan qu'il dresse est presque identique à celui du professeur Sow. On se serait attendu à la suite des grands rassemblements qui ont été organisés aussi bien par les hommes politiques que dans le milieu du sport, qu'il y ait une flambée, mais je pense que les cas continuent de baisser. Peut-être qu'il y a des facteurs climatiques qui jouent avec la chaleur qui commence à apparaître. Le virus se propage un peu moins. Mais la principale crainte du docteur Lee, c'est qu'il y ait une flambée des cas après cette pause, surtout avec la circulation de variants du virus partout. Quand on regarde autour de nous, partout dans le monde, il y a en Inde, et dans beaucoup de pays, on a des flambées. Parce que ça dépend maintenant des variants qui se propagent très vite. Et il n'y a pas de raison que ces variants-là, du moment que toutes les frontières sont ouvertes, et que ces variants-là ne se développent pas. Donc, il est très probable que ces variants se propagent très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens restent vigilants, en ne croyant pas que la pandémie est finie. D'autant plus que le rythme de vaccination est assez lent. Moins concentré sur le respect des gestes barrières, les Sénégalais semblent profiter de ce moment de relâchement. Mais attention, le virus peut ressurgir. 12h11, plan triennal de 450 milliards pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. En tous les cas, pour les 150 milliards prévus cette année, l'État n'aura aucune difficulté à les trouver. C'est l'avis de spécialistes en économie. À les en croire, ce sera juste des réaménagements budgétaires à faire. Mais attention, prévient l'économiste El Hadj Mansour Samb, il peut y avoir des conséquences sur les entreprises locales. Pape Bessidiba. Trouver 150 milliards pour l'emploi et l'insertion des jeunes, ce n'est pas la mer à boire, affirme Moubarak Lo. Pour l'économiste, tant que l'État ne sort pas du montant global adopté par le Parlement, il peut faire des réaménagements. Pour pouvoir arriver à mobiliser ces 150 milliards, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'augmenter les recettes. Cette année, c'est une année de relance, donc c'est peut-être pas la voie qui a été choisie. Parce que quand vous parlez de relance, vous ne cherchez pas à alourdir la facture fiscale des entreprises. Maintenant, l'autre possibilité, c'est le réaménagement des dépenses, donc de reprendre l'ensemble des dépenses, de faire des économies ici ou là et de regrouper tout dans un fonds pour pouvoir dépenser ces 150 milliards. L'économiste El Hadj Mansour Samb estime que ces 150 milliards peuvent être pris dans le budget d'urgence, mais ce ne sera pas sans conséquences pour les entreprises locales. Dans des secteurs où tu avais dit que c'est une urgence, il va falloir qu'on fasse ça. Donc quand tous les secteurs où tu vas toucher, qu'est-ce qui va se passer? Il va toucher dans les secteurs où c'est des urgences qu'on devait satisfaire. Donc il va créer des trous là-bas. Est-ce que les entreprises locales qui devaient être sur certains investissements, l'investissement public de l'État, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur l'activité des entreprises locales qui vont être des marchés? Les élections territoriales, une autre niche d'argent. El Hadj Mansour Samb croit savoir les motivations derrière leur report. Le président Macky Sall, il va se battre pour organiser les élections en janvier. Maintenant, s'il organise des élections en janvier, cette argent qui a été prévu pour 2020 va être pris pour mettre dans les 150 milliards. L'emploi des jeunes, une préoccupation pour les pouvoirs publics. Le président de la République préside ce jeudi un conseil présidentiel sur la question. Restons sur la thématique de l'emploi des jeunes avec la question de la rationalisation des structures s'occupant de cette problématique. C'est un faux débat de l'avis du directeur général de l'ANPEJ. Pour Tamsir Faye, le dispositif est assez cohérent. Il faut juste plus d'inclusivité entre acteurs intervenant dans les structures. Selon lui, l'ANPEJ doit être la porte d'entrée. Il était l'invité d'RFM Matin. Le président de la République, à l'entame de son mandat, a procédé à une rationalisation avec la mise en place de l'ANPEJ. L'ANPEJ a été pillé suite à la dissolution de 4 agences qui intervenaient dans le domaine de l'emploi des jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons quand même un dispositif assez cohérent, pour ne pas dire très cohérent, avec l'ANPEJ qui constitue la porte d'entrée pour tout ce qui concerne l'emploi des jeunes, l'ADER qui fait du financement, l'ADMP qui s'occupe des petites et moyennes entreprises et le FONGIP qui fait de la garantie. Donc le système est cohérent. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir plus d'inclusion, plus de synergie entre les acteurs pour avoir beaucoup plus d'efficacité. Nous avons signé des conventions avec toutes ces structures-là et je pense que si tout le monde s'y met,
nous pourrons et que chacun reste dans ce rôle. Parce que je le dis et je le répète, la mission de l'ANPEJ, c'est d'être un service public d'emploi, comme il en existe dans tous les pays du monde. Et un service public d'emploi est un service public d'accompagnement, d'accueil, d'orientation, de suivi et de mise en place de programmes structurants pour favoriser l'insertion des jeunes. Nous sommes à l'origine du guichet unique. C'est nous qui avons mis en place le guichet unique. Aujourd'hui, le guichet unique tel que voulu par le chef de l'État, nous attendons d'avoir la déclinaison concrète, mais tel que je le sens, c'est d'essayer de regrouper. Au-delà de l'aspect numérique, ça permet une démocratisation, un accès universel au service public de l'emploi. Voilà pour ceux qui cherchent du travail. Voyons maintenant la situation des travailleurs qui, malgré leur occupation, font face à de multiples difficultés. Allons d'abord à Fass-Boye, dans le département de Tivaouane. La localité abrite le plus grand port de pêche de la zone. Pourtant, des tonnes de poissons pourrissent sur place chaque année. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes vient d'y construire une usine de glace pour remédier à cette situation. Cheikh Anta Diop. Le quai de pêche de Fass-Boye a refusé du monde des jeunes pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices de produits halieutiques ont accueilli le délégué général à l'entrepreneuriat rapide avec comme slogan « Nous vous remercions d'avoir construit dans notre localité une usine de glace ». Glace amoon nañ problème glace trop surtout dëkk bu toll ni Fass-Boye façon jën bu nekk dafiy génn. Nous vous remercions vraiment. Des tonnes de poissons pourrissaient ici. Mais avec cette fabrique de glace, le problème sera réglé. Ces pêcheurs de Fass-Boye sont revenus sur la problématique de l'emploi des jeunes et des financements. Assane Kholo, porte-parole des pêcheurs. Ici à Fass-Boye, beaucoup de jeunes ont quitté le village pour se rendre en Espagne. Mais il nous faut des financements pour convaincre les jeunes à se fixer dans leur terroir. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Pape Amadou Sarr, rassure les jeunes en ces termes. Ne désespérez pas, ne vous fâchez pas, ne sortez pas dans la rue, déposez vos projets, écrivez de bons projets, venez nous voir et les acteurs et on va vous financer et vous allez travailler. Cependant, à Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, où s'est rendu le délégué général, des jeunes de cette localité ont reçu des financements de la DER pour des projets agricoles initiés par le maire Alelo. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Dakar, ce sont les commerçants délogés du marché Sandaga qui ne savent plus à quel sens se vouer. Recasés au champ des courses, ils déplorent l'absence des clients et dénoncent l'enclavement des lieux. En conséquence, leurs chiffres d'affaires sont à la baisse. Ils demandent au président de la République de s'intéresser à leur sort. Reportage Mamas Toukan. Marché champ de course, situé dans une zone peu connue des Dakarois. Le marché est tout calme. Les commerçants viennent petit à petit. Fallou, un horloger, trouvé devant son magasin en train de lire son journal. Le quinquagénaire se plaint de la situation. Parce qu'on nous a amenés ici dans un moment où il ne fallait pas. Parce que c'était en période de Covid et puis c'était le lendemain de la Tabaski. On est venu ici à la sauvette. Comme ça. On n'était pas préparés. La plupart des commerçants établis qui sont installés depuis 8 mois au marché champ de course disent avoir la nostalgie de leur ancien lieu de travail, Sandaga. Parfois, ils peuvent rester plusieurs jours sans voir le moindre client. Champ de course. Le champ de course se situe dans une zone un peu enclavée. Ce n'est pas un marché très visible. Et c'est très désolant. Il y a certains commerçants qui étaient ici avec nous, mais ils étaient obligés de retourner à Sandaga parce que rien ne marchait pour eux dans ce lieu. Et donc, beaucoup reste à faire côté promotion de cet endroit. Ils sont une centaine à occuper l'espace. Ces commerçants du marché ne savent plus à quel sein se vouer. Cheikh Ndiaye, un vendeur de matériel électroménager, une victime parmi tant d'autres. Personne n'ose dire que nous vivons bien ici car l'État du Sénégal devait revoir notre situation au préalable et nous donner beaucoup d'argent. Je suis au regret de le dire, mais le gouvernement ne respecte jamais ses paroles. La situation de ces commerçants est plus que compliquée. Beaucoup d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires considérablement baisser et c'est pourquoi ils demandent au chef de l'État de revoir les choses.
À suivre dans la seconde partie de cette édition, notre reportage du jour sur l'emploi des jeunes. Nous irons à Tambacounda, où malgré l'existence d'une dizaine de centres de formation professionnelle, les jeunes s'intéressent de plus en plus aux motos Jakarta. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Tchad, les obsèques d'Idriss Déby auront lieu vendredi. Obsèques nationales à N'Djamena, la capitale, avant son inhumation dans sa région natale dans l'extrême est du Tchad à Amdiaras. Le Conseil militaire de transition a décrété un deuil national de 14 jours. Idriss Déby a été tué dans des combats contre des rebelles du FACT. Son fils, le général Mahamat Idriss Déby, est à la tête d'un conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir pour une durée de 18 mois, lequel conseil est composé de 15 généraux, un CMT que dénonce le mouvement rebelle FACT qui appelle à un dialogue inclusif. Mahamat Mahadi Ali, interrogé par RFI. Nous ne reconnaissons aucune légitimité, un conseil beaucoup plus familial et militaire. Donc, Idriss Déby est décédé, son fils le remplace. Ce n'est pas une dynastie. Le Tchad, c'est une république laïque. Donc, il faut nécessairement que l'ordre institutionnel soit rétabli. L'ordre institutionnel, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Est-ce que vous demanderiez au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim et d'assurer cette transition? Ça serait quelque chose de très bien vu par nous. Si le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim et nous demande à nous asseoir autour d'une table ronde inclusive autour de tous les Kenyans, nous sommes premiers et nous n'avons aucun objectif particulier à concrétiser. Côte d'Ivoire, à présent, un camp militaire a été attaqué cette nuit par des hommes armés non identifiés. Un camp militaire dans le nord d'Abidjan, bilan 3 morts et un blessé parmi les assaillants et un soldat blessé, selon l'AFP qui cite une source sécuritaire. Les assaillants étaient à bord d'un véhicule de type 4x4 et 2 taxis. En Côte d'Ivoire, toujours un séminaire gouvernemental ce mercredi, le premier du genre de l'équipe dirigée par le Premier ministre Patrick Kachi. Objectif, permettre aux membres du gouvernement de présenter leurs actions prioritaires et sectorielles. Gobi Ayabi. Le Premier ministre Patrick Kachi ouvre ce mercredi 21 avril un séminaire. Il porte sur l'adoption du programme de travail du gouvernement. Le 7 avril dernier, le chef de l'État, Alassane Ouattara, donnait des consignes claires à une équipe gouvernementale efficace dans ses tâches pour améliorer de façon perceptible le quotidien des populations. Les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Si les grandes lignes de la vision sont tracées, reste à définir dans la pratique le programme d'action prioritaire. Ce séminaire qui ira de ce jour au 23 avril prochain sera un grand oral des ministres qui devront présenter et défendre les actions majeures à réaliser les mois à venir. Coopération, défense, sécurité, emploi, gouvernance, les départements ministériels devront présenter des programmes à impact concret sur le bien-être des populations qui, elles, en attendent beaucoup. Ici à Abidjan, Gobi Ayabi, RFM. En République démocratique du Congo, un proche du président Tshisekedi à la tête de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Kalouba Dibwa a été élu hier à la tête de la Cour constitutionnelle. Il est l'un des 3 juges nommés en juillet contre l'avis de ses anciens partenaires du Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila. Dieudonné Kalouba Dibwa est originaire du Kasaï comme le président Tshisekedi. En République démocratique du Congo toujours, au moins 10 civils
dont 6 enfants ont été tués hier mardi en Ituri dans le nord-est du pays. L'attaque est attribuée aux miliciens du groupe Force patriotique et intégrationniste du Congo. Aux États-Unis, pour terminer, le jury a reconnu coupable l'ancien officier de police Derek Chauvin d'homicide et de meurtre au 2e et 3e degré. Il est donc reconnu coupable de la mort de George Floyd. Le juge Peter Kyle prononcera la sentence dans 8 semaines. Le système judiciaire du Minnesota prévoit une peine de 12 ans et demi de prison pour meurtre en cas de première condamnation, ce qui est le cas de Derek Chauvin. À 12h25. Merci à vous, Georges Détidiop. RFM Sport. Le journal des sports avec vous, Chertidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman, et bonjour à tous. Le Jaraaf est en quête d'une qualification historique en quart de finale de la Coupe CAF. Leader de son groupe, le Jaraaf a juste besoin d'une victoire contre Étoile Sportive du Sahel de la Tunisie cet après-midi. 16h pour le coup d'envoi au stade Lat Dior de Thiès, un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes de la radio Futur Média. Le Jaraaf y mettra tous ses moyens selon son arrière latéral, Babacar Seck, que nous écoutons. La pression est positive, donc nous avons en face de nous un match qui est très important pour nous en tant que joueurs et aussi pour le club. Bon, comme vous le savez, le Jaraaf c'est un grand club donc qui doit émerger sur la compétition africaine, quoi. Et on est fin prêt, mentalement aussi. Tous les joueurs sont prêts mentalement. Le collectif, on est en train de travailler avec le coach donc pour au moins gagner ce match, quoi, et mieux se repositionner. Je pense qu'on est prêt à affronter cette équipe de l'Étoile. Donc nous avons un groupe soudé, un groupe qui est assez mature. Donc tous les joueurs sont presque conscients de ce qui leur attend. Donc on est fin prêt pour affronter cette équipe. On a eu à discuter entre nous en même temps joueurs. Donc on sait que il y a tout un peuple qui est derrière nous, qui nous attend. Donc il est important qu'on se sacrifie en nous-mêmes pour essayer au moins de rendre le peuple heureux, donc pour au moins continuer notre chemin, quoi. L'important de ce match, c'est d'abord de gagner, quel que soit Alpha, de gagner ce match. L'autre match du groupe C oppose les Burkinabés de Salitas au CS Sfaxien, deuxième au classement. Un match qui va se dérouler au Bénin puisque le stade de Ouagadougou est suspendu pour non-conformité au règlement de la Confédération africaine de football. Suleiman. La Super League suspend son projet. Oui, dans un communiqué publié tard dans la nuit, la Super League dit être persuadée que le football actuel a besoin d'un changement. Andrea Agnelli, président de la Juventus de Turin et vice-président de la Super League, admet son échec tout de même. On l'écoute. Pour être franc et honnête avec vous, je pense que ce projet ne pourra plus aller de l'avant, c'est évident. Donc je ne parlerai pas trop de l'orientation de ce projet. Je reste convaincu de la beauté de ce projet, de la valeur qu'il aurait apportée à la pyramide. Il s'agissait de la création de la meilleure compétition dans le monde. Mais évidemment, maintenant, je ne pense pas que ce projet soit encore d'actualité. Et puis nous parlons des championnats européens. Le Real Madrid qui joue ce soir pour mettre plus de pression sur le leader Atlético Madrid. En début de soirée, les Merengues à 20h se rendent à Cadiz. Un succès des protégés de Zinedine Zidane permettrait de chipper la première place à Atlético Madrid qui croise demain Huesca. Barcelone 3e accueille demain Getafe en Angleterre. Après le limogeage de son manager José Mourinho, Tottenham en match retard de la 29e journée s'oppose à 17h cet après-midi à Southampton. Les Spurs sont 7e au classement de la Premier League. Manchester City, très proche d'être sacré champion, se rend ce soir à 19h15 à Aston Villa. City devance de 6 points son dauphin et Manchester United en Allemagne suite de la 30e journée. Le Borussia Dortmund en course pour une place européenne accueille à 18h30 cet après-midi Union Berlin. Hier en ouverture, le Bayern Munich a battu 2-0 le Bayer Leverkusen. Les Bavarois leaders devancent de 10 points. Leipzig sont dauphins et nous enchaînons avec la Serie A italienne où c'est la 32e journée, une occasion pour Inter de Milan de se rapprocher davantage du titre. Les interistes qui devancent de 9 points leurs dauphins et voisins. Les Milan AC se rendent chez Spezia 18h45 pour le coup d'envoi plus tôt. Un peu avant 16h30, Milan AC Sassuolo. À suivre aussi la sortie de la Juventus de Turin 4e face à l'équipe de Parme. Coup d'envoi prévu à partir de 18h45. En France, on va jouer les quarts de finale de la Coupe nationale. 2 matchs sont prévus cet après-midi. À 16h45, le Paris Saint-Germain accueille Angers. 19h10, le choc entre Lyon et l'équipe du Milan AC Suleiman. Retour au Sénégal, Bambilor va bientôt étrenner son stade municipal. Oui, la réfection du stade de Bambilor sur financement de la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et de Lac-Rose. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA sera dégagée à cet effet. La signature de la convention avec la mairie de Bambilor s'est déroulée sous les yeux de notre reporter Abdou Diagne.
300 millions est le montant mobilisé pour réfectionner le stade municipal de Bambilor. Ce geste de la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose entre dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Diène Farbassar. Cette convention est une convention consensuelle, une convention dans laquelle il y a des obligations contractuelles. C'est vrai, il y a une extension de vos besoins et nous avons répondu favorablement. Je disais tout à l'heure que l'existentialisme est un engagement fondé sur la responsabilité et l'action. La responsabilité, vous l'avez assumée, l'action se dessine aujourd'hui. Et certainement, le stade, on va le construire dans des conditions excellentes. C'était une doléance de plusieurs années qui est sur le point d'être matérialisée. Une vraie aubaine pour les amoureux du ballon rond de cette commune créée en 2011, selon Diane Diop. Et aujourd'hui, ce qui nous manque dans cette collectivité territoriale, venez de le matérialiser par cette convention. Nous tenons à vous dire merci encore. Je peux dormir parce que vous avez enlevé une épine dans mes pieds. C'était une doléance de la jeunesse de cette collectivité territoriale. Un stade digne de ce nom. Vous pouvez faire autre chose. La salle de délibération de la mairie de Bambilor a été choisie pour abriter la cérémonie de signature de la convention. Les sportifs qui sont venus très nombreux attendent avec impatience le début des travaux. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. À vous, Suleiman, pour la suite du journal. Merci, cher Tidiane. RFM, reportage. Dans notre série de reportages, nous nous intéressons ce mercredi à l'employabilité des jeunes de Tambacounda, une région qui abrite 10 centres de formation professionnelle. S'y ajoute une rénovation de l'apprentissage à travers le concept approche par les compétences. À Tambacounda, les secteurs agricoles et de l'industrie absorbent le plus d'emplois, mais le constat est que de nombreux jeunes, s'intéressent de plus en plus aux motos Jakarta. Moussa Omar Gueye. Le secteur du transport est l'une des activités principales pratiquées par les jeunes à Tambacounda. Mais les forats, rencontres d'échange, ont fini de révéler que l'agriculture, l'industrie, les filières de l'économie familiale et sociale peuvent générer le plus grand nombre de main-d'œuvre. Mor Awadien, inspecteur de spécialité chargé de la formation et l'insertion à l'inspection d'académie de Tambacounda. Dans l'industrie, mais ils font aussi dans les filières de l'économie familiale et sociale. Donc, l'industrie, ça va de menuiserie bois, menuiserie métallique, mécanique auto, jusqu'à dessin bâtiment. Alors, pour les filières de l'économie familiale, c'est les filières classiques, la restauration, la coiffure, la coupe-couture, confection, et le maraîchage, c'est-à-dire l'horticulture, quoi. Parce que le volet apprentissage aussi, ces derniers temps-là, nous intéresse au plus haut point. Parce que nous travaillons avec les ateliers. Entre autres associations, Ankaouli prône pour la formation, le financement et l'encadrement des forces vives dans le secteur agricole. Fatima Tajoli Aïdara est la présidente de Ankaouli. Dans le domaine agricole surtout, parce que vous voyez à Tamba, on a beaucoup de terres qui sont habitées à ça. Donc, raison pour laquelle on a surtout insisté sur ça, pour pouvoir financer les jeunes et que ça leur permet de travailler aussi. Pour ce qui est des projets et programmes, l'ONG La Lumière a expérimenté ce qu'il convient d'appeler les mines vertes pour lutter contre le chômage et la migration irrégulière. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Le travail et l'esprit d'équipe, voilà ce qui compte chez Beko. Être à l'écoute de vos préoccupations et vous offrir des solutions intelligentes, novatrices, qui vous simplifient la vie, voilà la clé du succès de Beko qui a persuadé 447 millions de foyers à nous faire confiance. Beko, numéro 1 de l'électroménager en Europe, partenaire de votre quotidien. Jusqu'au 15 mai 2021, profitez de la super promo Ramadan de Electronicorp pour acheter des équipements Beko avec une remise exceptionnelle. Electronicorp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 21 avril 2021, passée en revue par Pape Bess-Diba. La mort au Tchad de Idrissa Déby après 30 ans au pouvoir. Les journaux en parlent ce matin largement. Les quotidiens rapportent que certaines sources officielles imputent la responsabilité de sa mort aux rebelles, alors que d'autres voix s'élèvent pour pointer un proche garde du corps du défunt qui serait son cousin. Le journal se demande alors si l'assassinat ne procède pas d'un règlement de compte familial. Dans tous les cas, pour sucré salé dans le quotidien, c'est une incertitude à haut débit pour le Tchad qui doit faire face à une nouvelle rébellion. Le tombeur de Abré dirigeait N'Djamena d'une main de fer depuis 1990 avant de tomber au front après 31 ans de règne. Le Tchad est devenu
Une république monarchique depuis hier conclut sucré-salé. Avec la mort du maréchal Idriss Déby Itno, c'est le Sahel qui retient son souffle, titre le quotidien national Le Soleil. Mais pour l'Astra de Anne, si sa disparition est une catastrophe pour ses alliés, elle n'est pas pour déplaire au groupe djihadiste, car, explique Enquête, l'armée tchadienne était le rempart contre Boko Haram et les autres djihadistes. Aujourd'hui, note encore Enquête. Il y a une crainte d'un basculement dans le chaos d'une région déjà ébranlée par la mort de Kadhafi. En attendant, le journal Tribune compte des morts au Sénégal. Le confrère fait état de 6 personnes tuées dans un accident de la circulation à Fatick. Tout autre chose avec l'Observateur, d'après qui tout est fin prêt pour le Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Et quid du budget de 450 milliards pour le projet. D'après l'Obs, l'argent est bien disponible. Le rôle des différents ministères a été défini. L'autorité de régulation des marchés publics freine la douane. C'est à propos, informe les Échos, d'un marché de 800 millions de francs. Un gré à gré qui a été donc annulé par l'ARMP qui trouve non fondés les arguments de la douane. Nous restons avec les Échos selon qui les jeunesses socialistes réclament du travail à Aminata Mbengue Ndiaye en lieu et place des appuis ponctuels. Ces jeunes socialistes informent mon confrère qui par ailleurs s'en sont pris aux ministres socialistes qui n'aident pas les militants du parti. Que mijotent ABC et Mimi? Question de Le Témoin quotidien à sa une. Le journal s'interroge ainsi après la visite hier que le médiateur de la République a rendue à l'ancien Premier ministre à son domicile à Yoff. Une rencontre de deux frustrés qui a duré plus de 2 heures, renchérit l'As. Que se sont-ils dit? Que se prépare-t-il? Se demande mon confrère, qui semble même trouver la réponse puisque, souligne-t-il, il y a eu une convergence de vues sur plusieurs questions, notamment la marche du pays, et que rien donc n'est exclu. Source A, pendant ce temps, annonce pour bientôt le rapport des experts de l'audit du fichier électoral. Se voulant plus précis, le confrère informe qu'à la fin de ce mois d'avril, les experts du cabinet ERA vont finir leur travail. Source A, à propos de l'installation de l'usine de farine de poisson Barna Sénégal à Kayar, une usine dont l'implantation avait été bénie par tous les ministres qui ont précédé Aliou Ndoye au ministère de la Pêche depuis 2017. Le DG de Barna Sénégal est donc surpris, souligne Source A, par l'annonce de la plainte de Green Marines contre sa société. Babacar Diallo dénonce un lobbying. Pour lui, ces écologistes sont là pour leurs propres intérêts. En sport, décision du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Selon Record, le staff de Cissé sera renforcé. Bonne lecture à toutes et à tous.